Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après la classe politique, c'est le secteur privé des affaires qui est dans la ligne de mire du Canada. Les autorités canadiennes ont sanctionné 3 hommes d'affaires. Elles les accusent d'avoir apporté un soutien financier et opérationnel illicite à des gangs armés. Les personnalités politiques et économiques sanctionnées par les États-Unis et le Canada peuvent formuler un recours auprès du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a fait savoir le diplomate Pierre-Antoine Louis. Une nouvelle rareté de carburant commence à se faire sentir dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Malgré l'augmentation des prix de l'essence, la pénurie persiste. Des automobilistes lancent un cri d'alarme. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé ce jeudi que le Canada imposera des sanctions supplémentaires en vertu du règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti en réponse à la conduite inacceptable de membres de l'élite haïtienne qui apportent un soutien financier et opérationnel illicite à des gangs armés. Selon ce communiqué, ces dernières sanctions visent 3 membres très en vue de l'élite économique en Haïti, Gilbert Bidjo, Reynold Dib et Chérif Abdallah, et leur imposent une interdiction de transaction, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu'ils peuvent détenir au Canada. Le Canada affirme qu'il a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut de membres très en vue de l'élite économique d'Haïti pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, précisément par le blanchiment d'argent et des actes de corruption. Rappelons que des hommes politiques, des anciens et actuels sénateurs, des députés, même un ancien président de la République, sont déjà sanctionnés par le Canada et les États-Unis. Les personnalités politiques et économiques sanctionnées par les États-Unis et le Canada feraient mieux de faire valoir leurs droits auprès du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a fait savoir le diplomate Pierre-Antoine Louis. En effet, les sanctions prises contre les personnalités politiques et économiques du pays sont réglées par la résolution 2653 du Conseil de sécurité de l'ONU. Système extrêmement difficile et biaisé contre Mounsao. Ok, si il y a des éléments. Il y a un premier bagage pour faire, c'est que la résolution 2653 qui établit sanctions l'ONU, sur la base de laquelle la résolution en peu de sanctions au point, il mettait en place un comité de sanctions qui gagne 15 membres du Conseil de sécurité à la donne. Et il mettait en place tout un comité d'experts, un groupe d'experts de 3 personnes que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit mettre en place. Donc, si vous avez des indices qui montrent que ça reproche là, ou pas de fait, c'est pour passer par le comité ça, qui a instruit le dossier. Qui j'en ai fait groupe d'experts ça, qui a instruit le dossier. Qui j'ai apporté en contact avec les comment? Ou dans BINU. Ah, ok. BINU, c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. C'est porte d'entrée des Nations Unies. Côté, sous besoin d'interagir avec les Nations Unies, ou dans BINU. Avocat, moun sa wakal dans BINU. Et utiliser le comme canevas quand on n'a pas de mission diplomatique. Quand on a besoin d'écrire, ou besoin de mettre en contact avec le pays, ça, par le biais du BINU, pour contacter le groupe des experts, pour bailler ça au gain qui montre que son injustice qui fait, ça reproche, il n'y a pas de fait, il y a des indices, mais c'est un processus qui est extrêmement difficile, coûteux, parce que le pape a fait son avocat qui peut faire le pour. Donc, c'est un engrenage qui est extrêmement difficile. C'est ça qui fait qu'il faut moduler les conduites, il y a exercé le pouvoir politique. Et les gens ne sont pas capables de partir, ils ne sont pas capables de voyager, ils ne sont pas capables de retirer l'argent de la banque. C'est extrêmement difficile, exactement.
La ministre de la Culture et de la Communication, Émilie Prophète, plaide en faveur d'un dialogue inter-haïtien. Selon elle, qui joue également le rôle de ministre de la Justice, les protagonistes de la crise politique doivent prioriser les intérêts supérieurs de la nation afin de trouver une issue à la crise politique que connaît le pays actuellement. Il y a des gens qui ont parlé, ils disent pays ça, mais pays c'est terre, c'est de l'eau, c'est pieds bois. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons changer la société. Nous avons besoin des changements politiques, nous avons besoin des changements de société. Et pour chaque monde, ils sont engagés. Il y a des problèmes, certes. Moi-même, je ne peux pas réagir aujourd'hui sur la question sanctions, mais il y a des problèmes, certes, mais qui demandent engagement citoyen. Aujourd'hui, il faut nous chita, il faut nous parler et il faut nous d'accord sur un projet de société. Parce que si toute journée bataille, à chaque fois nous faisons bataille, nous réalisons que sous champ de bataille là, nous avons gardé quoi petit nous, quoi frère nous, quoi soeur nous. Donc on a parlé de société, nous pas prendre distance par rapport à elle et puis nous avons dit société comme si nous pas la donne tout. Donc c'est peut-être ça, m'a réitéré ça gouvernement a demandé depuis plusieurs mois, c'est-à-dire un dialogue constructif pour nous dans l'autre pays pour nous aller vers des élections. On croyait qu'on l'avait laissé ce mauvais souvenir derrière nous, mais hélas, ce n'est pas le cas. Une nouvelle rareté de carburant commence à se faire sentir dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où de nombreuses pompes à essence sont fermées. De longues files de véhicules sont remarquées dans les rares stations-service qui distribuent de l'essence. Les citoyens disent craindre une nouvelle rareté de produits pétroliers sur le marché local. Ils demandent au Premier ministre Ariel Henry de prendre des mesures en vue de rendre disponible le carburant. Il faut souligner que des mouvements de protestation ont été organisés ce lundi dans plusieurs endroits de la capitale. Le ministère de l'Environnement a dressé un bilan positif de sa participation à la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur les changements climatiques, encore appelée COP27. Selon Raoul Vital, cadre du ministère, cette conférence a permis au pays de parvenir à un accord sur l'établissement d'un mécanisme de financement pour indemniser les pays en développement pour les pertes et dommages causés par les effets des changements climatiques. C'est des problèmes qui viennent soit à partir d'événements longs, une sécheresse pendant longtemps, ou bien monter la mer, et sécheresse ça pourrait provoquer nous perdre du jardin, nous pas de l'eau. Et les salles ont perdu du jardin de côté, terre ça ne pas capable de fonctionner encore. Pas de l'eau encore dans la zone. Tout, c'est des conséquences qui viennent de phénomènes Witsuko. Ça veut dire un cyclone, il y a une inondation faite, et puis nous perdre du jardin, ou bien conseil de terre qui n'ont pas capable de récupérer encore. Donc, perte ça, yo capable de perte économique, c'est-à-dire que vous perdez l'argent, vous perdez du jardin, mais capable de perte non économique. Côté moun perdu culture, parce que vous obligé de déplacer une série de monde dans des zones, mettre dans de l'autre zone, et quand pile réfugiés climatiques qui liés avec question perte et préjudice ça, et moun perdu des modes de vie que vous avez gagné. Donc, dans ce sens, question et perte et préjudice là, c'est à la fois une question de droits humains, parce que c'est une question pour nous aborder dans le sens que les faits de mettre en danger droit pour nous manger pour manger, droit pour la sécurité, droit pour la vie, de mettre ça en question. Mais tout c'est une question de justice climatique, dans le sens que tout, conséquences irréversibles du changement climatique, ça paraît surtout dans des pays côté qui peuvent contribuer en pile à changement climatique. Ça veut dire des pays qui peuvent émettre un peu de gaz à effet de serre. Et ça veut dire des pays qui sont très vulnérables, comme Haïti. Émettre un peu de gaz à effet de serre qui est un problème. Non, mais nous victimes en pile de phénomènes. Donc ça fait, c'est à la fois une question de justice climatique. Et c'est dans ce sens que les pays à opposition, ça veut dire les États insulaires en développement, ils ont abordé des questions. L'activité de sortie dans les COP, la conférence des parties sur le changement climatique, c'est un espace de négociation lié. Négociation, c'est parce que le changement climatique, action pour prendre un bon enjeu économique, social qui est lié avec lui. Donc, comme il y a un enjeu, le mandat de négociation, c'est un espace de négociation entre États, où qui décision à prendre de manière collective pour affronter le problème. Donc, ce n'est pas espace côté pays à chercher. Même s'il offre une occasion, parce que quand pile acteur qui l'a, quand pile
partenaires qui là, mais l'offre occasion pour parler avec eux, pour capable voir qu'ils sont capables de gagner et de l'actions qui fait au niveau national. Dans des rencontres bilatérales, nous faisons avec des partenaires internationaux qui là, et pour nous capables de joindre des moyens pour nous capables de financer les actions climatiques en Haïti. La participation politique des femmes en Haïti, défis et stratégies, tel a été le thème d'un atelier organisé par ONU Femmes en partenariat avec le gouvernement canadien. Plusieurs autres thématiques ont été également abordées lors de cette activité, selon Marie Goretti Ndouwayo, représentante d'ONU France pour Haïti. La perception masculine du pouvoir est réelle en Haïti. Il me suffit juste de relever l'énonciation patriarcale des responsables de l'État dans la Constitution haïtienne pour l'établir. Comme vous le savez, c'est un combat mondial. Cette énonciation masculine du pouvoir du chef de l'État et des autres chefs des institutions de l'État qui s'établit de manière inconsciente chez le législateur. Il trahit la vivacité du patriarcat dans la société haïtienne et contribue dans une large mesure à renforcer les représentations sociales du type phallocratique du pouvoir politique et explique la faible inclusivité du jeu institutionnel au détriment des femmes. La représentation du pouvoir comme un phénomène exclusivement masculin demeure et structure les comportements politiques des hommes et des femmes. Nous devons nous attaquer ensemble à ces résidus du paradigme inégalitaire d'organisation de la société haïtienne. En dehors du patriarcat structurant, la question de la violence structurelle de la société haïtienne est centrale. Pour appréhender la problématique de l'exclusion politique des femmes, cette violence est citée parmi les principales raisons en Haïti qui font que les femmes s'écartent elles-mêmes des processus électoraux. Ensemble, nous devons engager des actions vigoureuses pour traquer et punir les violences faites aux femmes en politique. ONU Femmes est pleinement disposée à unir ses forces avec celles de toutes et de tous qui ont la bonne volonté qui se manifeste pour cette fin. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.